Alors, je vais commencer par un petit propos introductif sur la présentation de la CPTS Nord-Mission Égypte, pour ceux qui ne connaissent pas l'association. C'est une association loi 1901 qui est portée par des professionnels de santé d'un territoire. Il y en a 13 en Essonne. La CPTS Nord-Mission Égypte, elle couvre du coup les 6 communes du nord de l'Essonne, qui sont donc Paris-Vieille-Poste, Orangis, Athis-Mons, Juvisy, Cavigny-sur-Arc, Vielle-Châtillon. Ce territoire couvre un bassin de population de 140 000 habitants, donc c'est 10 communes, avec des enjeux populationnels spécifiques. Toutes les CPTS de France ont des missions de santé publique et chacune est définie en fonction des spécificités de son territoire. Donc, ces actions concernent l'accès aux soins, les parcours pluriprofessionnels, les actions de prévention, l'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins et tout plein d'actions sur l'accompagnement des professionnels à leur cessation d'activité, à leur installation, lors de leur montage de projets spécifiques. Donc, juste personne en salle d'attente. Voilà. Sur voilà, donc la mission, je dirais générale des CPTS, c'est de favoriser la coordination des professionnels de tout un territoire et de répondre voilà, à ces besoins populationnels qui sont identifiés au moment de la création de ces associations. On va pouvoir du coup vous mettre en action et entrer du coup dans le vif du sujet d'une manière assez voilà, ludique et participative. On vous propose du coup de scanner le QR code qui est juste devant vous avec votre téléphone pour pouvoir initier le petit quiz d'introduction afin de se mettre au moment, de partager ses ressentis et expériences sur les notes. Tu veux, tu veux. Il faut que tu lances les amis. Ah, normalement, ça marche. Je te laisse Donc, première question. Quand vous entendez aidant, vous pensez à donc, plusieurs réponses possibles à cette question. Texte libre. Oui, texte libre. Voilà, et ça va faire des images de. Non, mais tiens. Tu peux mettre Il reste 15 secondes. Oula, 7 secondes. Voilà, vous voyez le nuage de mots qui évolue au fur et à mesure, mais on voit que de manière très centrale, le mot famille apparaît. Et effectivement, vous verrez dans la définition des aidants que c'est effectivement très, très souvent un membre de la famille, mais pas toujours. Alors, on a aussi d'autres mots qui apparaissent. Épuisement, maladie, isolement, personne, temps, fatigue, aide, charge mentale. Voilà, c'est les mots qui sortent le plus. Après, on a des mots qui arrivent un peu plus loin. Donc, voisin, ami, proche, donc ce qu'on a dit hein, sur la question de la famille. La question de la permanence, la question de l'entourage,
la question de la générosité, de la fatigue, de la souffrance, tout ça avec autour, effectivement, cette logique d'accompagnement de personnes qui sont dépendantes, hein, qui ont des besoins particuliers. Dépendantes, personnes dépendantes, ça permet bien quoi. Voilà, je crois que c'est... On passe à la question numéro 2. Donc, selon vous, combien de personnes sont aidantes en France? 3 millions, 7 millions, 11 millions, 18 millions. Plus que 15 secondes. 10 secondes. Donc, 11 millions est la bonne réponse. Une personne sur 6. Troisième question. Selon vous, quel pourcentage d'aidants est en activité professionnelle? 30%, 45%, 61% ou 80%? Mm. 15 secondes. Tout le monde a répondu. Non, une personne. 5 secondes. 61%. Bravo. Et donc, ça va nous inviter à regarder dans la situation individuelle quels axes d'aide on va pouvoir trouver. Donc, c'est ça aussi qu'on va avoir échoué. Selon vous, combien de pourcentage d'aidants déclarent un impact sur leur santé? 30%, 45%, je me trompe. Non, pardon, oui, c'est en lui. Réponse libre, pardon. D'accord. Donc, combien d'aidants déclarent un impact sur leur santé? Plus que 10 secondes. Ah, c'est différent. 10%. Alors, la bonne réponse, ça se situe entre 50 et 70% selon les études. C'est quand même Beaucoup de monde. Donc, ça veut dire aussi qu'en tant que fonctionnaire de santé, notamment pour les cours, on a un rôle très important à jouer. Question suivante. Dans votre pratique, repérez-vous la souffrance des aidants? Donc, réponse numéro 1, oui, souvent. Numéro 2, oui, parfois. Numéro 3, rarement. Et numéro 4, jamais. Ok, donc il y a le numéro 1 à 61%. Question suivante. Quand repérez-vous le plus souvent un aidant en difficulté? En consultation de la personne aidée, en consultation de l'aidant, en visite à domicile, en hospitalisation ou sortie d'hospitalisation, ou pas de repérage? Alors là, ça nous montre que majoritairement, ça se passe pendant un temps qui n'est pas dédié à l'aidant, mais à l'aider. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, puisque dans nos pratiques, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un petit peu plus le focus sur l'aidant
pouvoir justement ne pas avoir ce scoton, cette amputation de notre champ visuel qui fait qu'on est focalisé sur les dents et on ne voit pas ce qui se passe. On est focalisé sur les nez, pardon, et on ne voit pas ce qui se passe pour les dents. Alors, question suivante. Cas clinique, Madame L, 58 ans, accompagne son mari atteint d'une maladie neurodégénérative. Elle évoque fatigue, trouble du sommeil et annule ses propres soins. Quelle est votre priorité? Je recentre sur le patient, je propose un arrêt de travail, j'explore la situation des danses, je l'oriente vers son médecin traitant, bien je conseille de prendre du temps pour elle. C'est prioritairement ce que vous faites. Voilà, prioritairement. Alors voilà la bonne réponse. Donc, j'explore la situation des danses. Question suivante. Quels sont selon vous les principaux freins à l'orientation des aidants? Bon, ben voilà, alors, tout ça en premier, c'est la peur. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, la peur que je sens, la peur la plupart de mes idées, la peur de leur futur. Non, non, ça va, vraiment, dans je n'ai pas, ça va, je vais y arriver. Donc, ça, c'est la peur. Et en deuxième, la méconnaissance des dispositifs qui apparaît aussi comme un frein important. Ok, je bon, il va pas bien, mais qu'est-ce que je peux lui proposer? Où est-ce que je peux l'inventer? Qu'est-ce que je peux faire moi avec le peu de temps qui m'est imparti et qui en plus n'est pas imparti à l'aidant, mais à l'aider, puisque c'est auprès de l'aider souvent que j'interviens. Question suivante. Connaissez-vous les dispositifs de répit pour les aidants sur votre territoire? Pas du tout, un peu, plutôt bien, je travaille déjà avec. Ouais. Bon, ben voilà, effectivement, on sait utiliser les dispositifs, on les connaît sur mon territoire, pas tout à fait évident. En tout cas, on ne le connaît pas bien et on ne travaille pas avec. Donc, ça veut dire qu'en termes d'orientation, on a probablement un pas à franchir. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà de voir un petit peu ce qui existe et puis ensuite de voir comment on pourrait aller plus loin pour être armés tous pour pouvoir proposer un parcours pour les dents qui soit pertinent. Selon vous, quel rôle les médecins traitants ou les autres professionnels de santé impliqués dans la situation des danses ont? Aucun rôle spécifique, un rôle secondaire, un rôle clé de repérage et d'orientation et un rôle médical. Oui. Bon, voilà, clairement, on a des temps, vous êtes tous persuadés d'avance, donc c'est super. On va pouvoir avancer, on va pouvoir travailler ensemble, ça va être.
Alors, voilà, le quiz est terminé. Et c'est la parole du coup au docteur Gilbert. C'est tout présenter. Bonjour, donc je suis médecin généraliste et j'exerce à la maison de santé de Paris-Poste, maison de santé plurifonctionnelle Vichy. Alors, on va déjà faire un petit passage rapide sur la définition du profil des aidants. On a déjà été un petit peu dans le quiz qui en était. Alors, il y a une définition à peu près officielle, en tout cas, qui est sur le site institutionnel. Un aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie ou en autonomie restreinte du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. On est passé de l'aidant familial au proche aidant, puisque la mission s'est élargie. On a vu que la famille, ça sortait beaucoup dans le quiz, mais il n'y a pas que la famille, il y a des proches. Et c'était important de reconnaître que des proches, même sans lien institutionnel avec la personne, pouvaient être des proches aidants. Donc, ça a été élargi à toute personne résidant avec l'aidé ou entretenant des liens étroits et stables, amis, voisins, et donc qui interviennent du coup de façon non négligeable auprès de la personne. Alors, un Français sur 6, hein, donc autour de cette table, on a des blancs, je sais pas, un paquet, et autour de la table virtuelle aussi. On appelle ça, dans les travaux, le pilier invisible, puisqu'en fait, d'après plusieurs études, 80% du maintien à domicile repose exclusivement sur les aidants, même quand un plan d'aide professionnel est mis en œuvre. C'est-à-dire que si l'aidant, le proche aidant, disparaît du tableau, alors le plus souvent, le maintien à domicile s'écroule. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, parce que si on veut que les personnes puissent rester à domicile aussi longtemps qu'elles le souhaitent, dans de bonnes conditions pour leurs aidants, il va falloir un petit peu s'occuper d'eux, les aidants. Hein. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il y a des plans, des dispositifs qui sont alternés, proposés dans les territoires. Mais ils doivent être adaptés aussi à la situation de l'aidant. C'est-à-dire qu'on ne se représente pas toujours que l'aidant, c'est quelqu'un qui peut avoir une activité professionnelle encore. Et dans les configurations aujourd'hui des familles où les enfants sont survenus plus tard, hein, où les personnes vivent plus longtemps, il peut y avoir des personnes très très âgées dont les enfants sont encore relativement jeunes encore en activité professionnelle. Donc 61%, donc c'est quand même énorme. Il y a des dispositifs pour ces aidants en activité professionnelle et ils sont assez méconnus, assez peu mobilisés. La question centrale est de concilier la vie professionnelle et le rôle d'aidant. Ça conduit certaines personnes à abandonner un des deux pôles parce que la compatibilité des deux, c'est possible en fait. Et il n'y a pas cette soutien. Et les aidants vieillissants, bah, effectivement, ils ont une santé qui peut se dégrader aussi. Et même, il est observé dans un certain nombre d'études que les aidants ont tendance à mourir avant leur aidé, qui est quand même voilà, assez problématique. Bon, voilà, mais ça veut dire que ça dégrade leur santé. C'est pas qu'un ressenti, c'est une réalité qui est objectivée dans des travaux. Donc, il va falloir aussi trouver la bonne quantité de support acceptable qui permette que les dents ne s'épuisent pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, alors, quelque chose qui est complètement, le plus souvent ignoré, c'est que il y a 7% de jeunes aidants, c'est-à-dire d'enfants, et des enfants parfois jeunes, des étudiants qui apportent un soutien émotionnel ou logistique à la personne aidée. Donc, ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent avec des problématiques de handicap, et ça a un impact majeur sur leur avenir, un impact sur leur scolarité. Ils sont parfois amenés à interrompre leur formation parce que, là encore, compatibilité de l'aide et de l'activité de l'aidant
compliqué. Il y a aussi des dispositifs dans les universités, des choses pour pouvoir aménager les parcours, etc., très, très méconnus et très peu mobilisés. Alors, la Métropolitaine en 2024 a élaboré un état des lieux et des recommandations sur la question des aidants, avec 4 axes de recommandations majeures. C'est d'une part de repérer précocement l'aidant, c'est-à-dire identifier l'aidant dans tous les contextes, que ce soit en contexte professionnel, et donc là, il y a un rôle des RH pour pouvoir proposer des supports, et ça existe en entreprise, hein. Mais évidemment, dans le champ de la santé, puisqu'on les voit en consultation souvent avec leur aîné, puisqu'ils les accompagnent, et également à l'école, et même quand les dents, mais même si on lui dit que vous êtes aidant, il va répondre non. Et quand on creuse, bah, en fait, si, et d'une façon parfois non négligeable. Alors, l'élément important, ça va être évaluer les choses dans un système, dans un écosystème de l'aidant et aidé, et donc de ne pas se limiter aux besoins individuels, mais d'avoir une évaluation globale. Alors, ça, c'est prévu dans un certain nombre de champs. Par exemple, il y a une demande d'APA, normalement, la situation de l'aidant et les besoins de l'aidant doivent être pris en compte, et certaines solutions de répit peuvent être financées de cette manière-là. Mais c'est une pratique qui n'est peut-être pas encore assez systématique. Et puis, quand on construit les solutions de répit, il faut les construire de manière adaptée au couple aidant-aidé, sans forcément se dire ah ben la bonne solution c'est ça, oui mais non c'est pas la bonne solution pour eux, et donc il va falloir adapter, ajuster et faire évoluer la situation de répit, puisque il faut franchir un certain nombre de barrières. On a juste peur, la peur qu'on sépare les personnes est très présente. Et évidemment, il y a un rôle à avoir du côté des professionnels qui sont dont les compétences ne sont pas forcément suffisantes sur ce volet, et c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui. C'est une action qui rentre dans cet axe 4, puisque on veut essayer de faire en sorte que les professionnels soient plus armés, déjà pour ne pas ignorer cette problématique de l'aidance, puis ensuite éventuellement être motivé pour pouvoir la repérer dans la pratique courante et pouvoir orienter correctement les gens, parce qu'on observe par rapport au nombre d'exemples absolument massifs qu'on a, un recours très 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 faible aux dispositifs qui existent et qui se développent malgré tout. Et donc, c'est quelque chose, le non-recours, c'est quelque chose contre lequel on va essayer de lutter. Alors, si on se focalise un petit peu sur les besoins de l'aidant, on a identifié dans ce rapport de la HAS, dans ces recommandations, des besoins fondamentaux. Déjà, la reconnaissance, mais à la fois la reconnaissance par soi-même, c'est-à-dire pouvoir se dire aidant, c'est une démarche déjà qu'il va falloir soutenir. Ça n'est pas une évidence. Et ensuite, de voir que leur rôle et leur position auprès de la personne aidée est valorisée par les professionnels, et qu'il y a un vrai travail de coopération entre les aidants professionnels et le proche aidant, les proches aidants. Ça, c'est très souvent négligé, et c'est un point extrêmement fondamental. Il faut que la personne aidante puisse avoir une littératie suffisante en santé pour pouvoir effectivement avoir une littératie, c'est-à-dire une connaissance de la situation de la personne qu'elle aide, de ses pathologies, de ses besoins, de ses problématiques d'autonomie. Quand il y a une maladie de type neurodégénérative et que la personne fait des bêtises, que la personne aidante soit bien au clair avec le fait que c'est complètement lié à la pathologie, c'est pas dirigé contre elle, c'est extrêmement important pour pouvoir continuer à aider. La question du répit, alors moi j'ai souvent l'habitude de dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc il faut tenir dans la durée, et pour tenir dans la durée, il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut souffler, il faut préserver sa santé physique, sa santé mentale,
74% des aidants disent en avoir besoin et pourtant, le recours au répit est faible, c'est beaucoup trop faible. Alors évidemment, il y a des obstacles financiers et juridiques. Donc, connaître ses droits, donc parler par exemple du rôle des RH, ça n'a l'air de rien, mais quand les congés qui existent, les rémunérations qui existent, le don de jours de congé par exemple, par les collègues, ce genre de choses n'est pas mis en œuvre, c'est un obstacle évidemment très important pour beaucoup de personnes euh, qui aident et qui ont besoin de leurs ressources financières pour faire vivre leur propre famille et qui donc se retrouvent dans cette injonction paradoxale de à la fois devoir aider parce que vraiment c'est leur devoir, c'est aussi leur besoin de ne pas laisser leurs proches et devoir travailler parce que il faut continuer à faire vivre la marmite. Et ça, c'est très important de bien connaître les droits et les mesures de protection qui sont pas du tout évidentes à mettre en œuvre et qui sont juridiquement très complexes. Et puis la question du lien social, parce qu'évidemment, quand on passe son temps à courir entre le travail ou les études et l'aide, où on est H24 là parce qu'il faut surveiller la personne, le lien social, il est difficile à maintenir. Parfois, d'autres proches s'éloignent. Et donc, il y a souvent un isolement qui est causé par la fin de l'aide. Alors ça, ce sont tout ce qu'on vient de voir, là, ce sont des constats qui ont été faits, il y a des tas de travaux scientifiques, depuis longtemps d'ailleurs. Il y a un outil qui s'appelle l'échelle de Zarit sur le burden, le fardeau des aidants, qui doit avoir, je sais pas, 50 ans maintenant. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui sont connues, mais qui sont insuffisamment mobilisées aujourd'hui. Alors sur notre territoire, qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Alors déjà, il y a des boîtes à outils nationales avec un numéro vert, alors avec comme beaucoup de numéros aujourd'hui permettent d'avoir au téléphone quelqu'un qui va pouvoir faire une première évaluation. Et donc souvent, ce sont des infirmiers qui sont au bout du fil et qui font une évaluation, un diagnostic infirmier souvent qui est donc un diagnostic écosystémique de la situation du couple aidant-aidé et des besoins. Il y a des sites ressources où les personnes peuvent par elles-mêmes trouver des éléments. Alors tout ça, évidemment, nécessite que déjà on ait confiance qu'on est aidant. Parce qu'on ne va pas aller chercher le site La boussole aidant si, en fait, on ne se considère pas déjà comme un aidant. Et puis, donc, il y a un guide qui est donc sur les sites, deux sites principaux nationaux, institutionnels, sur le handicap et sur les personnes âgées. Donc, monparcourshandicap.gouv.fr, pour les personnes âgées.gouv.fr. Après, il faut faire attention parce que foiseur d'un certain nombre de sites marchands qui viennent proposer, qui sont en fait des sites de pub, qui viennent proposer des choses payantes, alors qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui peuvent être accessibles dans le parcours de l'aidant. Et ces sites institutionnels sont importants pour repérer déjà ça. Ma boussole aidant est un site associatif soutenu par les sites institutionnels. Alors après, qu'est-ce qu'on a sur notre territoire? Donc sur le territoire de l'ISCOM, il y a un numéro vert départemental pour les aidants. Alors suivant les départements où on exerce, le conseil départemental qui a une mission sur cette question donc, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, qui est parmi ses missions fondamentales depuis les différentes décentralisations. Et donc, en Essonne, il y a un numéro vert départemental qu'on peut appeler et qui permet déjà aussi d'avoir une évaluation de la situation et de mobiliser de savoir quelles sont les différentes aides qu'on peut mobiliser. Sur les territoires, il y a des dispositifs comme les CLIC. Alors, le CLIC, les portes de l'Essonne, qui est présent donc, sur notre territoire, qui est un outil plutôt dirigé vers les personnes âgées de plus de 60 ans, et qui permet aussi d'orienter, d'évaluer la situation, d'orienter, d'apporter un soutien
aux personnes aidées, mais aussi aux aidants. Il existe des plateformes de répit, mais qui ne sont pas vraiment sur notre territoire, c'est-à-dire que certaines communes de notre territoire sont couvertes par les 2 plateformes de répit qui existent sur le nord de l'Essonne, donc le nid des aidants et l'hôpital des Magnolias, qui sont également des supports de ce qu'on appelle aujourd'hui centre de ressources territoriales, qu'on a pu appeler pas dans les murs, qu'on a pu appeler accueil renforcé à domicile. Donc, il y en a 2 sur le territoire nord-essonne, donc portés par Alcodia à Hyères, donc complètement à l'est, portés par les Magnolias à Ballainvilliers, donc un peu plus au centre. Nous qui sommes au nord-est, on n'est pas complètement couverts par ces dispositifs. Alors, il y a encore des appels à projets pour financer des nouveaux dispositifs. Donc, on peut espérer que sur notre territoire émerge ce type de dispositif qui vient soutenir les maintiens à domicile qui commencent à être compliqués, qui vient apporter un support supplémentaire aux dispositifs d'aide déjà existants. Et puis, bien sûr, il y a le DAC, donc le DAC Nord-Essonne, qui permet d'apporter un soutien pour l'organisation de parcours de santé complexe. Alors, les DAC, c'est quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie. Donc, ça permet aussi, dans les situations de handicap, d'avoir des réponses. Et il y a également une association pour les jeunes aidants, qui sont un public un peu spécifique et pour lequel un appui auprès de leur dispositif de formation, de université, études, lycée, etc., est important pour qu'on puisse mobiliser des dispositifs pour les aider eux-mêmes à concilier les vies. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'engager un travail collectif à l'échelle de la CBTS pour permettre un meilleur repérage par les professionnels de santé, permettre de prendre conscience que parmi nos patients, parmi les personnes auprès desquelles nous intervenons, il y a des dessertes autour desquelles on se mobilise, mais il y a aussi des aidants. Donc, se décentrer un peu de l'aider pour aller vers l'aidant. Donc, quels outils on pourrait avoir. Il y a tout ce support aussi pour aider l'aidant dans sa prise de conscience de se reconnaître comme tel. Donc, ça, c'est une action aussi de terrain de premier recours importante. Que sans cette prise de conscience, il n'y a pas de recours possible au dispositif. Peut-être qu'un outil de repérage des besoins des aidants nous serait utile. Alors, il en existe pas mal, mais il y en a un certain nombre qui sont très lourds, en fait, qui entrent dans une logique d'évaluation de la situation et qui sont peut-être pas utilisables en premier recours, en première intention. Donc, nous, on va plus se centrer sur le repérage que sur l'évaluation. Ces outils sont souvent des outils d'évaluation. Et puis, il y a la question de l'orientation, c'est comment orienter de manière adéquate les personnes. On sait bien que donner trop d'informations d'un seul coup sur quelqu'un qui vient juste de prendre conscience qu'il est aidant, ben, c'est pareil, ça fait partie des difficultés lors des annonces, d'arriver à prendre l'information et d'en faire quelque chose. Donc, comment on va faire une orientation qui soit un petit peu dynamique et suivie dans le temps, et d'avoir donc une forme de parcours d'adressage qui puisse permettre petit à petit de mettre en place à la mesure de ce que les personnes peuvent aussi accepter et que ce soit pertinent. Donc, voilà, on va vous proposer de rejoindre une réflexion collective. Donc, on vous propose de scanner de nouveau un petit QR code. Alors, avant de faire ça, on peut regarder peut-être s'il y a des questions déjà dans le chat. Bon, pour l'instant, pas de questions. Je vous ai assommé l'information. Vous n'avez pas eu le temps de le digérer. On va vous proposer le quiz, donc, qui est pour essayer de voir un petit peu quels sont vos besoins par rapport au travail qu'on pourrait envisager et quelles sont vos possibilités de rejoindre ce travail.
Alors, on devait remplir le questionnaire et puis à la fin, on donne quelques minutes pour remplir le questionnaire. Le fait d'évaluer comment bon, pour les aidants, les directions à l'hôpital et tout le besoin de Alors, les manuels, ils ont plusieurs dispositifs. Donc là, on est dans la perspective, par exemple, d'une hospitalisation, d'une hospitalisation ou d'un hôpital de jour, d'évaluation bariatrique. Ils sont porteurs aussi de dispositifs d'aide, qui sont les dispositifs on a évoqué un petit peu rapidement les fonctions. Donc, le fameux CRT, donc le centre de ressources territoriales, et également la plateforme de répit où il y a une possibilité d'accueil et de conseil et de suivi des personnes, où il y a des activités qui sont proposées, où il y a la présentation des différents dispositifs de répit qui portent même certains types de dispositifs de répit. Donc, par exemple, les séjours temporaires en EHPAD, par exemple, ce qu'on appelle le baluchonnage, on n'en a pas parlé, en fait. En français, veut dire, en français de France, il faut dire relayage. Le baluchonnage, c'est le français de Québec. Donc, le relayage, qui est la possibilité, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vient à votre domicile pendant que vous n'êtes pas là, sur plusieurs jours, pour partager la vie de la personne aidée, et permettre à l'aidant de faire autre chose, une hospitalisation, mais aussi des vacances, du coup, de pouvoir prendre le relais sur place, le relayage, sans transférer la personne aidée, sans la couper de ses repères habituels, pour éviter d'aggraver cette situation, notamment les troubles cognitifs. Voilà, c'est des exemples de choses que le dispositif permet de faire. Cela dit, c'est territorialisé. Et les communes de notre CPTR ne sont pas couvertes aujourd'hui par le dispositif CRT, et sont couvertes partiellement et pas par le même acteur pour ce qui concerne les dispositifs plateforme de répit. Donc pour l'instant, on est un peu dans un trou dans la raquette. Donc il faut qu'on puisse travailler sur justement comment est-ce qu'on s'insère dans les dispositifs et s'il manque des choses, comment on peut solliciter des partenaires pour faire avancer ce chemin-là. En fait, une hospitalisation, une HGG permettra, on va dire, de rentrer en boucle pour ces dispositifs. Alors, dans une hospitalisation gériatrique, il y a toujours effectivement des préconisations en sortie et en général, une approche gériatrique prend en compte les dents. Donc oui, il y a des préconisations, mais après, dans la mise en œuvre, suivant le territoire où réside la personne, c'est pas toujours facile de mobiliser les éléments. C'est là où nous faire un parcours pour pouvoir identifier d'une part vers quoi on peut déjà adresser les gens et identifier aussi ce qui manque à l'échelle de notre territoire de 6 communes, ça nous paraît important. Bonjour, je ne sais pas si c'est possible d'intervenir.
Donc, je me présente, je suis Madame Younes, donc directrice du CLIC Les Portes de l'Essonne. C'est vrai que pour ce qui concerne les personnes de plus de 60 ans, donc ça fait plus de 25 ans qu'on a donc tout un parcours de santé qui a été validé, y compris donc par la conférence des financeurs, donc de ces points de vue améliorés, à travailler avec vous tous. Et c'est pour ça que je suis très contente que vous ayez eu cette initiative donc qui réunit donc l'ensemble des secteurs d'intervention. Tout simplement parce que on a donc pour les personnes donc des plus de 60 ans ainsi que pour leurs proches aidants donc des dispositifs qui existent comme les cafés des aidants qu'on a depuis 22 ans. On a 2 cafés des aidants sur le territoire, donc gérés par une psychologue clinicienne accompagnée d'autres professionnels de l'accompagnement donc au domicile. Nous avons aussi donc un appui psychologique des quelques séances au téléphone, donc qui a démarré fortement au moment du Covid, mais qu'on garde aujourd'hui, qui complète les dispositifs existants, hein, bien entendu, donc au niveau national. On a aussi donc une action de prévention qu'on ne pourra donc pas vous dire beaucoup là parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais on a été les premiers à créer donc un parcours de santé pour les binômes aidants aidés au domicile, notamment des personnes ne pouvant plus se déplacer et qui sont assez isolées, qui aujourd'hui donc a bénéficié donc à une vingtaine de binômes et qui va continuer à se développer. C'est vrai que donc il y a aussi tout un travail qui est fait sur le territoire via donc des réunions de coordination pluridisciplinaires qui se font des pandémies mensuelles ou bimensuelles sur l'ensemble des villes donc du TAD, sauf Viry-Châtillon pour le moment. Et donc tout ça, donc c'est des choses qu'il faudrait pouvoir travailler ensemble. Pour votre information aussi, le 9 juin, on met en place donc avec les CCAS, Alzheimer, d'autres actions. Donc pour dire comment, de quelle manière on pourrait éventuellement donc travailler ensemble pour la diffusion, le repérage et le développement de l'ensemble de ces types d'activités pour les proches aidants. Merci beaucoup, Madame Younes. Je vais faire une remarque par rapport aux aidants. Moi, je ne suis pas eu le temps d'écrire, mais je trouve que la structure psychique de l'aidant, elle est quand même aussi très importante parce que c'est pour déclencher l'aide des aidants, auprès des aidants, s'emparer de ce qui est mis en place sur le territoire. Encore faut-il que l'aidant adhère, bien qu'il ait pris conscience qu'il soit aidant, en fonction de sa structure psychique, on voit bien que c'est ce qui met souvent en échec, outre le fait de méconnaître les structures du territoire, outre le fait qu'il y ait de la coordination, ce qui met en échec les process, c'est le refus de l'aidant d'être aidé. Parce qu'il a ou un point d'honneur à être le seul et l'unique à porter, parce qu'il se fait un devoir, et tout dépend de sa structure psychique. Ou parce qu'il a peur qu'il y ait des étrangers qui viennent à la maison, ou parce que des tas de choses. Et voilà, ces dimensions-là, je pense qu'elles méritent d'être abordées, parce que du coup, alors, peut-on aider quelqu'un qui refuse de prêter? Après, c'est la personne qui était qu'elle est dans bonne condition quand il y a une seule personne ressource et on se rend compte que quand cette personne ressource vient avec l'arrêt de maladie, la personne aidée se retrouve brutalement privée d'aide parce que rien n'est dit de plateau. Alors je ne sais pas comment on peut humainement aborder les choses sans être forcément catégoriel. Je pense que ça fait partie des sujets qui devront être abordés dans le parcours, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on repère un certain nombre de difficultés, quel est le type d'aide vers laquelle il va falloir adresser la personne, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de mobiliser certains freins, certains obstacles, ça fait partie, je pense, du parcours qu'il faut qu'on travaille. La structure psychique de l'aidant.
Alors, il y a une ressource là, qui nous est signée. Et, évidemment, on n'a pas fait le tour de toutes les ressources existantes sur le territoire. Je pense que c'est un des éléments aussi qu'il va falloir qu'on mette au travail, puisque effectivement, on n'a pas forcément euh, ici repéré tous les éléments. Le site d'entraide, on l'avait repéré, mais on ne l'a pas mis dans le diaporama. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Oui, voilà, on va faire un petit point sur le résultat de votre questionnaire, hein, avec deux choses qui apparaissent assez directement, trois choses qui apparaissent fondamentalement. C'est mieux connaître les ressources existantes en premier, participer à la construction d'outils de repérage, mais aussi d'orientation et d'accompagnement. Donc ça va avec effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, tout ça pour appuyer un développement des compétences des acteurs de terrain, avec évidemment toujours cette notion de partage d'expérience et d'amélioration de la coordination entre professionnels. Donc je pense que les différents objectifs qu'on s'est fixés, vous les avez validés. Et donc, mieux connaître les ressources existantes sur le territoire, ça en fait partie, hein, puisqu'on n'est pas exhaustif dans ce qu'on a pu présenter. Comment utiliser les professionnels de manière simple et efficace, parce que quand on est en premier recours, que ce soit dans la consultation médicale, dans le travail infirmier à domicile, dans le travail d'aide à domicile, comment est-ce qu'on peut repérer, comment est-ce qu'on peut se coordonner pour correctement adresser, être suffisamment averti de cette problématique, y compris la dimension psychique du refus d'aide. Ça, c'est un élément extrêmement important, de manière à pouvoir apporter les meilleures réponses disponibles et acceptables pour les personnes dans chaque situation, dans chaque couple égalité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de monter un petit groupe de travail qu'on va essayer de faire rapide, c'est-à-dire pas 25 000 réunions et pas d'une longueur trop importante, avec des objectifs très simples. La construction d'un parcours de repérage et d'adressage, des professionnels de premier recours de notre territoire en fonction des ressources de notre territoire et vers les ressources du territoire, donc en coopération avec les ressources du territoire, et éventuellement la sélection ou la construction d'un outil simple, utilisable en premier recours, donc quelque chose de rapide. Alors juste pour vous dire, le guide d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, il est absolument inutilisable en consultation non, enfin voilà, même en consultation, pas la peine de. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un outil simple pour pouvoir déjà appuyer notre repérage au quotidien de l'aidant et pouvoir avoir un regard plus large et plus écosystémique du couple aidant-aidé. Et donc, comment est-ce que on peut faire ça, soit à partir d'outils déjà existants, on a déjà vu des choses intéressantes, donc mais décider ensemble ce qu'on fait. Est-ce qu'on se construit un truc ou est-ce qu'on prend ce qui est déjà existant et qu'on essaye de le diffuser dans le territoire de manière à améliorer le repérage. Première étape. Hein, voilà, c'est des choses très, très. On a essayé de faire très concret de manière à ce que ce ne soit pas un travail qui nous embarque trop loin et qu'il soit faisable à l'échelle de notre territoire. Donc, si vous en êtes d'accord, on va exploiter ce que vous nous aviez mis dans les questionnaires. On ne va pas s'apesantir là-dessus tout de suite, mais ça va nous permettre de vous proposer un parcours de réunion cadré qui permette assez rapidement de déboucher sur un outil et un parcours qui permet déjà de faire ce premier travail de repérage et d'adressage et de coopération avec les acteurs du territoire. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui.
Bon, après, je pense que c'est plus du ressort du groupe de travail déjà, mais est-ce que c'est imaginé comme un parcours et un outil de repérage totalement générique, ou c'est par catégorie de situation? Et là, oui, ça va être à définir, hein, ça va être à définir, hein, oui, clairement. Est-ce que Parce qu'il doit y avoir probablement un tronc commun, je pense qu'il y a un peu transversal à toute situation d'aide, et puis après, il y a des choses qui sont peut-être plus spécifiques selon la situation, alors ayant aidé. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que, donc, en fait, je pense que ce qu'il va falloir définir dans ce groupe, c'est quel type de professionnel. Donc, on est parti dans l'idée du premier recours, de la première, premier repérage et de la première étape de ce parcours, et puis ensuite de construire les étapes suivantes en coopération avec les dispositifs existants, les ressources existantes de notre territoire, pour pouvoir avoir aussi cet aller-retour dans la durée, puisque un parcours d'aide, ça dure sur des années. Et donc, du coup, comment est-ce que à chaque étape, on peut avoir une réévaluation, qui va faire une évaluation en fonction de nous, sachant que en premier recours, ça paraît difficile. En premier recours, on peut peut-être se centrer sur le repérage. Et donc, du coup, qui prend le relais? Comment ça se passe? Comment on mobilise les partenaires? Voilà, donc ça fait partie des questions qui sont effectivement à mettre dans le groupe de travail. Un outil, tout le monde, il en existe un, on a découvert ça en préparant le webinaire. Il y a un truc qui s'appelle l'édentomètre. Hein. Oui, donc, tous ces dispositifs là où on va du vert vers le rouge foncé, voire pire. Il y a dans une région, ça a été élaboré. Est-ce que on peut se saisir de cet outil et puis ne pas chercher plus loin? Est-ce que en saisissant de cet outil, on peut nous en construire d'autres pour la suite, pour justement des situations spécifiques? Comment on fait pour un jeune aidant qui est en train de mettre en place des études? Comment on fait pour quelqu'un qui s'épuise sur son parcours professionnel? Voilà. Donc ça fait partie de ce qu'il va falloir aux gens, ce que disait River, c'est sur l'accompagnement de l'aidant dans sa place d'aidant. Donc, c'est en fonction du diagnostic qu'on fait de sa position d'aidant grâce à l'outil, d'accompagner cette prise de conscience-là ponctuellement. Voilà, en exploitant vos questionnaires qu'on fera après, on vous fera une proposition. Et puis, on viendra vers vous par mail, hein, comme on le fait d'habitude. Donc, ça permettra, je pense, de construire déjà une première étape, un premier parcours qui nous permettra ensuite d'évoluer par le du temps. Nous aussi, on va s'améliorer au cours du temps. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va rester là, mais évidemment, vous pouvez revenir vers nous à tout moment par mail. Et puis, à bientôt pour la mise en place du travail entre nous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.